Je vais donc vous parler des cancers chez les personnes déficientes intellectuelles, mais avant de commencer, je veux remercier la Fondation Jérôme Lejeune de m'avoir invité pour le faire. Alors, c'est un très vaste sujet, mais je vais essayer tout de même de vous donner les grandes lignes dans les 15 minutes qui vont suivre. Alors, premièrement, on estime qu'actuellement, pour les années qui vont suivre, une personne sur 3 développera un cancer au cours de son existence. Et la mauvaise nouvelle, et ce qui m'amène ici, c'est que les personnes déficientes intellectuelles aussi semblent avoir le même risque de développer un cancer. On se base sur des études épidémiologiques d'incidence et de mortalité par cancer. Vous voyez qu'elles ont des risques relatifs proches de 1. Ça veut dire que le risque est sensiblement équivalent à celui dans la population générale. Sur la base d'1 500 000 personnes déficientes intellectuelles en France, on doit s'attendre à 7 000 nouveaux cas de cancer chez ces personnes. Alors, ce qui fait que je suis ici, c'est que les cancers chez les personnes déficientes intellectuelles sont différents de ceux qu'on observe dans la population générale. Alors, la première différence, c'est une répartition différente selon les organes. On aura par exemple beaucoup moins de cancers du poumon et des voies aérodigestives hautes. Par contre, on aura beaucoup plus de cancers des organes digestifs. L'âge de survenue est souvent différent par rapport à la population générale et plus précoce, particulièrement pour les affections génétiques. Et la présentation clinique peut être différente, avec malheureusement un certain nombre de patients découverts à un stade avancé de la maladie. Ensuite, à l'intérieur du groupe, ce n'est pas homogène. On n'a pas, pour tous les patients, le même risque. Et en fait, ce risque va varier en fonction du degré de la déficience, en fonction de la cause. Je vais redétailler tous ces points, en fonction de l'âge des patients par rapport à la population générale, et en fonction de son lieu de vie. Alors voilà, maintenant, en fonction du degré de la déficience intellectuelle. Alors, en fait, j'ai dit que les cancers des voies aérodigestives et du poumon sont moins fréquents dans la population générale, c'est vrai, mais si on compare les déficiences intellectuelles légères par rapport aux sévères, on aura beaucoup plus ce type de cancer, par exemple pulmonaire, parce que ces patients sont plus exposés au tabac et à l'alcool que les déficiences moyennes et profondes sévères. Ensuite, si on prend le groupe des déficiences sévères, je n'ai pas épuisé là la liste, mais j'ai donné quelques pistes et les principales. Par rapport à la population générale, on a plus de cancers du cerveau, des testicules, de l'œsophage, de la vésicule biliaire, pour citer les principaux. Ensuite, le deuxième point, c'est la cause. Alors, dans les déficiences intellectuelles, on peut séparer les causes génétiques parce que c'est celles qui sont le mieux étudiées. Et dans ce groupe des déficiences intellectuelles d'ordre génétique, on peut estimer autour de 30%, mais ce chiffre est très discuté. Mais il y a tout de même 2000 syndromes, ce qui montre la complexité du sujet. C'est là, dans ce groupe-là, c'est sûr qu'on a un excès de cancer chez ces patients, dans le groupe en son entier. Mais à l'intérieur de ce groupe, c'est complexe, parce que si certaines affections donnent un excès de cancer, comme la sclérose tubereuse de Bourneville, la neurofibromatose, le syndrome Nijmegen, qui est déjà plus rare et moins bien connu, vous avez d'autres affections, accompagnées d'un retard mental, qui semblent amener moins de cancers, comme le syndrome de l'X fragile, qui est un syndrome fréquent. Et puis, on a toutes les autres causes, périnatales, vasculaires, toxiques, infectieuses, traumatiques, environnementales, il ne faut pas les oublier, c'est un risque important. Pour ce groupe-là, on sait que les cancers existent, mais là, il y a un très gros travail d'exploration à faire pour connaître le risque exactement. Voilà, il est mal connu. Ensuite, troisième point, en fonction de l'âge. Alors, en fait, là, les choses sont un peu mieux connues grâce aux études épidémiologiques. C'est dans l'enfance qu'on voit l'excès par rapport à la population générale. Et cet excès, selon les études, a été estimé entre 3 et 5. Bon, elles sont encore peu nombreuses, donc j'ai mis un point d'interrogation. Et ça, c'est dû au fait que certaines maladies génétiques provoquent des cancers assez tôt. Et là, on peut parler de la trisomie 21, mais aussi de la sclérose tubereuse de Bourneville et d'autres syndromes. Et il y a un certain nombre de syndromes génétiques qui sont rares et qui sont accompagnés, malheureusement, d'un risque de cancer élevé. Et c'est ceux-là qui font monter le risque. Ensuite, de 20 à 60 ans,
les études actuellement disponibles indiquent un risque équivalent à celui de la population générale. Mais ce n'est pas la tranche la plus importante des cancers. Les cancers, c'est après 60 ans, pardon. Et après 60 ans, là, pour l'instant, on a des données qui suggèrent que le risque est moins important que dans la population générale. Alors ensuite, le mode de vie, c'est important. En famille, il y a un meilleur contrôle de facteurs carcinogènes comme le tabac et l'alcool. Par contre, pour les patients qui sont en communauté, ce contrôle est moins bien exercé et c'est là qu'on va retrouver, chez les patients déficients légers, plus de tumeurs pulmonaires ou des voies aérodigestives. En institution, la situation est différente. Comme l'a rappelé le docteur Aimé Ravel, il vous a montré de très belles images de la petite bête Helicobacter pylori qui est très, très abondant dans la population, mais particulièrement chez les personnes déficientes intellectuelles et surtout quand elles sont en institution. Et ça, c'est un risque de cancer de l'estomac. Les hépatites, certaines hépatites sont un facteur de risque des cancers du foie. Et les conditions de vie en institution favorisent ces infections qui, elles-mêmes, sont des facteurs de risque de cancer. Alors maintenant, un autre point de vue sur ces cancers, c'est la difficulté de prise en charge. C'est pas facile de prendre en charge un cancer dans la population générale, et ça l'est beaucoup plus, c'est encore plus difficile chez les personnes déficientes intellectuelles. Dans un certain nombre de cas non négligeables, le diagnostic est fait tardivement, plus tardivement en tout cas, mais ce n'est pas toujours vrai, mais enfin en règle générale, parce que souvent les gens ne pensent pas qu'un cancer puisse survenir dans ces conditions. Le dépistage est difficile, l'accès est difficile. Quand, par exemple, le dépistage du cancer de côlon, ça paraît simple, mais faire un dépistage du cancer du côlon à un patient déficient intellectuel, ce n'est pas évident du tout. Beaucoup ont renoncé. La coopération avec le patient n'est pas évidente à obtenir, surtout si on n'a pas cette adresse. Et puis, il y a ces difficultés de communication qui rendent le consentement difficile, le suivi, l'évaluation du patient par le médecin, par l'oncologue difficile. Et enfin, pour rajouter encore une couche, il y a certains tissus dans certaines affections génétiques qui sont vulnérables aux agents anticancéreux. Il y a par exemple une radiosensibilité dans le syndrome de Nijmegen ou Nimeg, si on le prononce à la française. Il y a une radiosensibilité qui fait qu'il faut absolument éviter les rayonnements. Et pourtant, ce sont des cancers, il faudrait les irradier. Dans la neurofibromatose, il ne faut pas trop irradier le cerveau pour ne pas provoquer d'anomalies vasculaires. Dans la trisomie 21, il faut ajuster la chimiothérapie de leucémie, etc. Donc, il faut aussi tenir compte, et ça fait partie des difficultés. Donc, pour résumer tout ça, pour prendre en charge correctement les patients déficients intellectuels qui ont un cancer, il faudrait adapter la surveillance et le dépistage à leur situation pour aboutir à un diagnostic précoce. Et le diagnostic précoce, c'est la clé des choses, puisqu'on a un traitement moins lourd, plus facile à suivre pour le patient, etc. Alors, je vais illustrer ce que je dis par notre expérience. À l'hôpital de Tulle, on a repris les cancers invasifs du sein sur une période rétrospective de 18 années. On a obtenu 515 cancers. Dans ce groupe, on a cherché les femmes déficientes intellectuelles et on en a trouvé 11. C'est un chiffre intéressant parce que 11, c'est environ 2% de 515. 2%, c'est ce qu'on considère être la prévalence de la déficience intellectuelle dans la population générale, ce qui suggère que les cancers du sein seraient aussi fréquents chez les femmes déficientes intellectuelles qu'ils le sont dans la population générale. La deuxième chose importante, c'est que, vous voyez, à la deuxième ligne, l'âge de découverte des tumeurs chez les patients déficients intellectuels était de 55 ans, alors que dans la population générale, c'était de 62 ans. Et malheureusement, vous voyez que les tumeurs étaient beaucoup plus grosses puisque dans le groupe des déficientes intellectuelles, le plus grand diamètre des tumeurs était de 3,5 cm contre 1,9 dans la population générale. Quand on parle de sphères, ça devient des grosses différences. Il y avait plus de métastases ganglionnaires, il y avait plus de métastases dans les viscères, essentiellement les os et les poumons.
de cette étude, on a tiré l'information suivante. La fréquence est probablement identique. La survenue des tumeurs est plus précoce et elles sont découvertes à un stade plus avancé. De ça, on peut tirer une suggestion pour le suivi et le dépistage. Il faudrait faire le dépistage plus tôt, à partir de 40 ans chez ces personnes déficientes intellectuelles et non pas 5 ans dans la population générale. Dans ce groupe-là, 5 des 11 patientes ont eu leur cancer découvert entre 40 et 50 ans. Si on avait fait un dépistage dans cette population, on n'aurait découvert que la moitié des tumeurs. Donc là, le dépistage perdrait son intérêt. Alors maintenant, de façon plus générale, et c'est peut-être la question que vous posez avant tout, quel cancer chercher chez les personnes déficientes intellectuelles? De façon un peu provocante, je dirais tous. Derrière cette réponse un peu abrupte, je veux dire qu'il ne faut absolument pas éliminer d'emblée la possibilité de n'importe quel cancer chez une personne déficiente intellectuelle, même si on sait que c'est très rare. On sait que les cancers du sein sont très rares chez les patientes trisomiques 21, mais ils peuvent survenir. Si on a l'a priori que ce n'est pas possible, on passera à côté. Voilà. Ensuite, c'est vrai que, ceci dit, il faut être plus attentif sur les tumeurs digestives, testiculaires, cérébrales. Les testicules, c'est facile, ça peut se palper, ça peut se voir. Ensuite, quel cancer dépister? Alors là, ce n'est pas le même langage. La surveillance, c'est individuel. C'est le généraliste qui suit son patient. Le dépistage, c'est un langage épidémiologique et national. Donc, est-ce qu'on doit faire participer les personnes déficientes intellectuelles au suivi des cancers, au dépistage des cancers du côlon, pour toute la population en général, et du sein? Oui pour le côlon, 2 fois oui, parce qu'on estime que probablement ces personnes ont 2 fois plus de risque de développer un cancer du côlon, et oui pour le cancer du sein, parce que le risque, non seulement sur la base de notre étude, mais sur d'autres données, est probablement identique à celui de la population générale, et donc il ne faudrait pas les priver de la découverte précoce de leur tumeur. Pour le col utérin, c'est plus discutable parce que le cancer du col utérin est lié aux relations sexuelles de type génital, et si on est absolument sûr que ça n'a pas lieu, le risque vraiment est extrêmement minime. Alors ensuite, dans certaines pathologies génétiques, on a commencé à faire des propositions de protocoles de surveillance, et là, il faut se reporter aux différents sous-groupes. Alors maintenant, peut-être que la meilleure façon de lutter contre le cancer, c'est de le prévenir. Alors, pour prévenir les cancers chez les personnes déficientes intellectuelles, il y a 2 axes. Premièrement, ce qu'on fait dans la population générale, réduire tabac, alcool, exposition solaire prolongée, une bonne alimentation, Clotilde Mircher vient d'en parler, un bon exercice, et Clotilde Mircher vient d'en parler, on fait double emploi, là, en même temps, on protège contre le cancer. Et puis il y a des situations plus spécifiques à la déficience intellectuelle, parce que le risque est plus important. J'ai parlé tout à l'heure des hépatites qu'on peut prévenir par la vaccination. Le reflux gastro-œsophagien qui multiplie par 20 le cancer du bas-œsophage, donc c'est vraiment un facteur de risque vraiment important. Le surveiller, le traiter, et Helicobacter pylori, encore lui, qu'on peut traiter, une antibiothérapie. On vient à bout, généralement. Je conclus. Les cancers sont aussi fréquents chez les patients déficients intellectuels qu'ils le sont dans la population générale. Mais ils sont répartis différemment, donc il faut les connaître. Et surtout, beaucoup de ces tumeurs sont curables, surtout si on les dépiste précocement. Mais pour ça, il faut qu'on adapte les protocoles de suivi, de surveillance, de dépistage. Il faut connaître les risques carcinologiques des différents sous-groupes. Comme je vous ai expliqué au début, ce n'est pas un groupe homogène. Et il faut articuler les traitements à la vérité biologique du patient, c'est-à-dire que certains aménagements absolument nécessaires ne s'inventent pas, il faut les connaître. J'ai fini. Alors, pour atteindre ces objectifs, il y a un énorme travail de synthèse, de coordination, d'accumulation des données qui existent, mais qui sont extrêmement diverses, multiples et dispersées.
Et le jour où on arrivera à faire ça, à articuler ces données et à les rendre accessibles, à ce moment-là, on pourra aboutir à des protocoles de prise en charge adaptés pour le groupe en son entier et pour les différents sous-groupes. Alors, je vous propose brièvement sur 2 diapositives le projet Oncodéfi, qui est un projet qui associe un centre de documentation bibliographique qui a justement cette fonction de rassembler l'ensemble des données, c'est des milliers de documents, vraiment des milliers d'articles, hein, sans exagérer. Une équipe thérapeutique experte qui aura pour rôle d'acquérir l'expertise à la fois oncologique et dans la déficience intellectuelle. Personne n'a ces 2 valences. Et un groupe de recherche pour compléter les données qui restent à être précisées. Alors les participants, votre serviteur tout en bas, et puis un psychiatre en haut et 2 oncologues en sandwich. Et le lieu prévu pour ce projet, c'est le centre Val d'Orel de Montpellier. Voilà. Voilà une photographie du centre en biais. Et puis je terminerai en remerciant pour tout ce travail de recherche financé pendant de nombreuses années la Fondation Jérôme Lejeune et la Ligue contre le cancer. Et je remercierai aussi le professeur Marie-Odile Rétoré pour tous ses encouragements au fil des ans, et le réseau Intellicure. Voilà, j'ai terminé, merci. Chers amis, chers parents, chères familles, chers participants, je suis très heureux de vous accueillir parce que vous êtes le feu d'artifice de ces journées internationales Jérôme Lejeune. C'est vous qui êtes le bouquet final de ces journées internationales. Et c'est important que vous le sachiez, qu'on vous le dise et qu'on en soit conscient. Tout ce que les scientifiques nous ont dit pendant 2 jours, jeudi et vendredi dernier, n'aurait aucun sens, n'aurait aucun intérêt pratique, n'aurait aucune finalité utile si tous ces efforts n'étaient pas dirigés, n'étaient pas orientés, n'étaient pas mis au service de ceux qui souffrent d'un déficit intellectuel d'origine génétique, de leurs parents, de leurs familles, de leurs proches, de leurs accompagnants. Donc c'est vraiment pour nous très important de resituer cette séquence d'aujourd'hui dans ces 2 jours. Et si on a mis cette séquence à la fin, c'est pas parce qu'on s'est dit il faut les rajouter, on n'a pas de temps, on les met le samedi après-midi. C'est parce que vous savez que dans l'ordre des défilés, des processions et des cortèges, c'est ceux qui viennent à la fin qui sont les plus importants. Donc c'est parce que vous êtes les plus importants que vous avez place ici ce samedi après-midi en clôture et encore une fois en bouquet final de ce qui s'est passé pendant 2 jours. Alors, évidemment, après ce que je viens de dire, il est tout à fait naturel que maintenant, notre premier devoir, notre premier réflexe, ce soit de vous rendre des comptes et de vous rendre compte de ce qui a été dit pendant ces 2 jours. C'est vraiment l'une des finalités de cet après-midi que d'essayer de vous expliquer et de mettre à votre, je dirais, à votre niveau de compréhension, vous qui n'êtes pas des scientifiques, ce qui a été dit pendant 2 jours, jeudi et vendredi. Alors, c'est notre devoir de le faire, parce que, encore une fois, c'est vous qui êtes ce sont les familles et les personnes concernées qui sont les bénéficiaires, ce sont les familles et les personnes concernées qui sont les sujets des études, des recherches, des travaux qui ont été exposés pendant ces 2 jours, et c'est même vous qui, de plus en plus maintenant, c'est une évolution récente, êtes les prescripteurs et même les commanditaires de ces travaux. De plus en plus, les associations de malades, un petit peu à l'image de ce qui s'est fait aux États-Unis depuis déjà des années, ce phénomène-là concerne maintenant la France, c'est nouveau et il faut s'en réjouir d'une certaine manière. Donc, notre devoir, c'est vraiment de vous rendre ces comptes. Et en même temps, c'est de vous rendre des comptes qui soient acceptables, qui soient recevables et qui soient audibles. Moi-même, je suis loin d'avoir tout compris pendant ces 2 jours, jeudi et vendredi. Et c'est la mission impossible que je confie au professeur Pierre Camoun, qui va prendre la parole après moi tout à l'heure pour essayer de vous dire ce qui est à retenir de ces 2 journées. Et je le dis pour le mettre à l'aise que si vous ne comprenez pas, ce ne sera pas de votre faute, mais ce sera de la sienne, évidemment. Voilà. Bon, comme ça, au moins, les choses sont dites et il est tout à fait à l'aise. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la perspective scientifique, elle
elle est élevée, mais elle est parfois aussi un peu lointaine. Et nous ne sommes pas des rêveurs, nous ne sommes pas à la grotte de Lourdes, et les miracles en matière scientifique sont assez peu fréquents. Et donc, considérer qu'on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas mis en échec telle ou telle pathologie, telle ou telle cause de retard mental, telle ou telle cause de déficit intellectuel, considérer qu'on ne peut rien faire, c'est évidemment ou bien un mensonge, ou bien une ignorance, ou bien de l'égoïsme, ou les trois à la fois. On peut, et vous en êtes, j'espère, témoins et conscients, faire des quantités de choses, des dizaines, des centaines, des milliers de choses au profit de ceux et celles qui souffrent de déficience intellectuelle d'origine génétique, quand bien même on ne parviendrait pas encore aujourd'hui à mettre en échec la pathologie principale et le retard mental dont les uns et les autres nous souffrons. Et c'est ça aussi qui constitue le cœur de cet après-midi. Vous allez entendre un certain nombre de médecins qui, pour certains, travaillent à l'Institut Jérôme Lejeune, pour d'autres sont des amis et des relations de l'Institut Jérôme Lejeune, et qui vont vous parler d'un certain nombre de sujets qui sont beaucoup plus proches, qui touchent le prendre soin, comme le dit si bien le professeur Rétoré, prendre soin des personnes. Ça, c'est quelque chose qui mobilise l'Institut tous les jours, et ce sont des résultats et des avancées qui sont souvent plus tangibles et plus accessibles que les perspectives scientifiques que l'on trace, qui sont plus à moyen terme, voire à long terme. Donc il y a des choses qui sont faites, qui peuvent être faites, qui continuent à être faites au quotidien et qui améliorent considérablement la vie des personnes concernées et de leurs familles. Et ça, c'est à un horizon très proche, c'est accessible, c'est à portée de main. Et il n'est plus acceptable de dire qu'on ne peut rien faire, quand bien même on ne peut pas mettre en échec le fond même de la pathologie. Et puis il y a une troisième chose que je voudrais dire, c'est que naturellement la médecine c'est très bien, la science c'est très bien, mais il faut vivre aussi. Et si on peut vivre en faisant l'économie de la science et de la médecine, c'est encore mieux. Et je voudrais dire un mot de toute la dimension médico-sociale qui est portée par un invité dont je dois malheureusement vous dire qu'elle ne sera pas là physiquement. Il s'agit de Madame Christelle Prado, qui est présidente de l'UNAPI, que nous avons invitée, qui nous a fait la joie et l'honneur d'accepter cette invitation, et je me réjouissais évidemment de l'accueillir et de vous la présenter physiquement. Je pense même que beaucoup d'entre vous, bien sûr, la connaissent. Cette participation de la part de l'UNAPI était très importante en la personne de Mme Prado. Alors, il faut dire qu'elle ne sera pas là physiquement parce qu'elle a raté son train ou que son train a été annulé plus exactement, mais qu'il y aura une intervention de sa part qui a été enregistrée et qui prendra toute sa place. Mais évidemment, on regrette quand même qu'elle ne soit pas là. Mais je voudrais dire à quel point nous sommes proches historiquement de l'UNAPI, et je parle évidemment sous le contrôle, bien sûr, du professeur Rétoré, qui le dira à son tour. L'UNAPI, il faut le dire, il faut le répéter, est une union d'associations qui, historiquement, a été la première à porter le souci des personnes souffrant d'une déficience intellectuelle. À l'époque, on parlait d'enfants inadaptés. C'était ça la terminologie. Et c'est normal que ce soit des associations, c'est normal parce que derrière, il y a des parents et que les premiers responsables de la vie, de la santé des enfants, ce sont les parents. Donc tout spontanément, c'était évidemment aux parents qu'il revient le soin et la préoccupation et le souci de porter la question du handicap mental, de la déficience intellectuelle. L'historicité du travail de l'UNAPI est à souligner, c'est 1947, les premiers parents qui se mettent ensemble pour faire quelque chose, et en association, et après ça en groupement d'associations, et pour porter ce souci-là au pouvoir public. Donc il faut bien insister sur ce rôle, cette place historique fondamentale qu'a eu l'UNAPI et qu'a toujours l'UNAPI. C'est un petit peu, pour prendre une comparaison que vous me pardonnerez, nous avons, nous, à la Fondation Jérôme Lejeune, une sorte si vous voulez, de positionnement, c'est un petit peu comme le Nouveau Testament et l'Ancien. L'UNAPI, ce sont les grands frères. Ils ont commencé bien avant. Ils ont une historicité qui est bien supérieure à celle de la Fondation et bien même aux travaux de Jérôme Lejeune, puisque 47, c'était 10 ans avant la découverte de la trisomie 21 pour ne s'intéresser qu'à la trisomie 21. Enfin, en même temps, l'UNAPI, ce n'est pas que de l'histoire, c'est aussi une action concrète, et on sait à quel point
notre société aujourd'hui, à travers les efforts qui ont été faits pour améliorer la situation des personnes qui souffrent d'une déficience intellectuelle, ont été le fait de l'UNAPI, de l'engagement de l'UNAPI. Pour ne citer par exemple que la loi du 11 février 2005, on sait la part qui a été prise par l'UNAPI, par les membres de l'UNAPI, et je pense en particulier à notre ami Patrick Goé, dont on sait toute la place qu'il a eue comme délégué interministériel aux personnes handicapées. Donc je voulais vraiment dire un mot et soutenir vraiment dans votre esprit, si c'était encore besoin, souligner l'importance de cette fédération d'associations. Voilà, j'ai terminé. J'aurais simplement pour terminer vous dire un mot, parce que c'est d'actualité. Il se trouve que lundi, après-demain, je vais être auditionné par M. Chaussy. M. Chaussy, qui est un parlementaire, député, que vous connaissez peut-être, qui s'est illustré avec la question de l'autisme. C'est lui qui a fait la loi qui est responsable de la loi sur l'autisme, qui est assez rare. Il y a assez peu de lois qui sont liées à une maladie. D'ailleurs, heureusement, parce que s'il fallait faire autant de lois qu'il y a de maladies, tout le Parlement n'y suffirait pas, malheureusement. En revanche, il a reçu une mission du Premier ministre sur l'image de la personne handicapée. Une mission, et donc il a fait des auditions, et donc il m'a proposé de m'auditionner. Donc je m'interroge encore pour savoir ce que je vais lui dire, parce que s'interroger sur l'image qui est perçue de la personne handicapée dans la société, je trouve que la formulation de la question a même un caractère un peu provocateur. On a envie de dire, mais attendez, il y a des choses qu'il faudrait faire et que vous ne faites pas, et il y a des choses que vous faites et qu'il ne faudrait pas faire, déjà pour commencer. Après ça, l'image de la personne handicapée, on ressortirait plus grandi. Mais l'image de la personne handicapée, ça ne se décrète pas comme ça. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Bon. Alors voilà, si vous pensez, je serais très heureux de pouvoir échanger avec vous dans les intercours pour que vous puissiez nourrir la réflexion que je vais devoir produire demain à M. Chaussy. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi et à tout à l'heure. Alors, il s'agissait pour elle de parler de la place des personnes handicapées intellectuelles dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'évoquer les choix qui seront faits par une société pour cette catégorie de citoyens qui conditionneront leur place dans la société future. L'UNAPI a fêté ses 50 ans l'an passé. Elle a consacré cet anniversaire au thème de l'accessibilité parce qu'elle considère que nous devons passer en France de l'accès aux droits à l'application de ces droits pour les personnes, pour en finir avec la transparence sociale qui conditionne le quotidien de 700 000 de nos concitoyens. Si l'histoire de la Fondation Jérôme Lejeune est intimement liée aux maladies chromosomiques et à la découverte de la trisomie 21, l'histoire de l'UNAPI commence avec la mobilisation de parents révoltés par le regard que pose la société française sur leurs enfants différents. Ces enfants sont qualifiés d'incurables, d'inéducables. Partout en France, des familles se mobilisent pour créer des écoles dont leur enfant ne sera pas exclu. Les premières associations naissent en 1947. Avec leurs propres deniers, les parents embauchent des personnes qui croient comme eux aux capacités de ces enfants à besoins particuliers. Leur intelligence fonctionne différemment de celle des enfants ordinaires, plus lentement, beaucoup plus lentement parfois, mais tous croient que ces jeunes ont des capacités qu'il convient de valoriser. Les premiers IME sont créés. Le médico-social pointe son nez et les pouvoirs publics ne vont pas tarder à financer ces résultats. Petit à petit, au fur et à mesure de l'avancée en âge des enfants, les familles, devenues gestionnaires des moyens permettant aux jeunes déficients intellectuels d'apprendre et de mieux grandir, construisent d'autres projets correspondant à de nouveaux besoins. Des lieux de travail, des foyers d'hébergement, des maisons de retraite. Et aujourd'hui, où en est-on? Même si la France vient de ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, les associations représentatives des personnes handicapées veillent, et notamment au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées, à l'application pleine et entière des dispositions de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La Conférence nationale du handicap, qui aura lieu le 8 juin prochain, permettra de dresser un état des lieux 6 ans après. Des points d'étape sont prévus tous les 3 ans. Même s'il existe sur le fond des avancées indéniables, force est de constater une telle distorsion entre les ambitions politiques affichées et les moyens consentis
que les associations représentant les personnes handicapées craignent des reculs quant à la place de la personne handicapée dans la société. Madame Christelle Prado s'inquiète donc d'un certain nombre de sujets qui sont en particulier l'éducation et la formation, l'emploi et la formation tout au long de la vie, l'habitat, la vie affective et sexuelle, l'accès à l'information, l'accès aux soins, la prise en compte du vieillissement précoce. Sur tous ces points, elle évoque les positions de l'UNAPI et ce sont ces sujets précis sur lesquels elle souhaite que l'UNAPI intervienne. Merci à tous d'être venus si nombreux. Alors, je vais parler d'un sujet qui est sensible pour les personnes qui sont confrontées au problème de la surcharge pondérale et de l'obésité. Comme Ludovine vous l'a dit, je ne suis pas ni diététicienne ni nutritionniste et les messages que je vais vous délivrer sont quand même des choses bien connues maintenant quand on est dans des campagnes de prévention de l'obésité. Mais bon, à force de répéter les choses, peut-être de les présenter sous un cadre différent, on voit peut-être des choses à changer dans ces habitudes alimentaires qui peuvent être une aide pour les personnes atteintes de handicap intellectuel. Alors, avant de parler de contraintes, de régime, de faire attention à ce qu'on mange, en fait, il faut d'abord dire que l'alimentation, en fait, est un bienfait, bien sûr, non seulement vital et pour la croissance, mais aussi se nourrir pour un être humain, c'est beaucoup plus que se nourrir. Un être humain et un animal ne mangent pas de la même façon. Et on a tout l'agrément du plaisir de se nourrir, du plaisir partagé. Et on sait bien le rôle des repas dans le renforcement des liens familiaux, dans le partage, dans les célébrations des fêtes ou des deuils même. Voilà, tout ce rôle de l'alimentation qui dépasse simplement la quantité ou la qualité des aliments. Et puis pour les enfants, on sait aussi que les repas sont un temps éducatif très important, puisque c'est pendant les repas qu'on apprend naturellement à contrôler ses impulsions, à attendre son tour, à partager avec les autres, à éduquer son goût en fait, puisque le goût comme le reste s'éduque. Et donc c'est pendant les repas et au milieu de la famille en fait que l'enfant apprend en fait petit à petit à gérer son alimentation. Alors juste un petit schéma qui rappelle en fait que pour être en bonne santé, il faut que les apports alimentaires soient proportionnés aux dépenses. Alors il y a des dépenses de fonctionnement de base, c'est-à-dire que pour vivre en fait,